Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 14 décembre, Code Source a raconté comment la loi immigration promise par Emmanuel Macron en 2022 s'est transformée en chemin de croix pour sa majorité avec le vote, quelques jours plus tôt, d'une motion de rejet. Nous vous résumons la suite des événements. Aujourd'hui, le volet répressif de ce projet de loi a été fortement durci à la demande des Républicains. Le texte remanié a finalement été adopté par le Parlement le 19 décembre. Problème, tous les députés Rassemblement national ont voté pour, alors que 20 députés de la majorité présidentielle ont voté contre. Signe d'une fracture au sein du parti Renaissance et preuve des limites du « en même temps » prôné par Emmanuel Macron. Récit de deux chefs adjoints du service politique du Parisien, Valérie Acco et Marcelo Westfred. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Le lundi 11 décembre, l'Assemblée nationale refuse d'examiner le projet de loi sur l'immigration, comme on l'a raconté dans un précédent épisode de Code Source. Valérie Acco, comment cet échec parlementaire est vécu par Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il reste droit dans ses bottes. Son gouvernement n'a pas pu faire passer son texte, son projet de loi sur l'immigration, pas pu le faire examiner à l'Assemblée parce que les oppositions ont voté la motion de rejet. C'est une première, comme dans l'histoire politique. Mais au lieu de se remettre en cause, au lieu de se dire « j'abandonne ce texte », il continue envers et contre tout. Et en fait, il s'attaque aux oppositions politiques, notamment lors du Conseil des ministres qui suit cette motion de rejet à l'Assemblée. Et il dénonce, le tout en visant les partis, les Républicains et le Parti socialiste, en particulier, le jeu du pire, le cynisme extrême des deux partis qui se sont partagés le pouvoir pendant 40 ans. Marcelo Westfred, très vite, on apprend que le texte va revenir devant les parlementaires à travers une commission mixte paritaire, une CMP. C'est quoi une CMP ? Alors c'est un objet parlementaire très peu connu du grand public, mais totalement habituel dans la vie parlementaire. Quand l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord en fin de parcours, ces deux chambres réunissent un petit nombre de parlementaires, en quantité identique, 7 députés et 7 sénateurs, qui représentent les différentes familles politiques qui sont représentées au Parlement, donc c'est proportionnel. Ces députés et ces sénateurs se mettent dans une salle, il y a un petit huis clos où on discute, on se met d'accord, on fait une dernière négociation en petit comité pour trouver un compromis. Cette commission mixte paritaire doit se réunir le lundi 18 décembre. Dans les jours qui précèdent ce rendez-vous, Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, négocie avec les leaders des Républicains, Éric Ciotti, le président du parti, ou encore Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée. Marcelo Westfred, là, clairement, la chef du gouvernement va chercher des soutiens à droite pour faire passer ce texte ? Oui, parce que, arithmétiquement, il se trouve que la majorité dans une commission mixte paritaire, elle passe forcément par l'appui de la droite. Il y a aujourd'hui, dans cette commission mixte paritaire, 5 représentants de la majorité, 4 représentants de la droite. La gauche, elle, n'est que spectatrice. Elle a 2 socialistes qui y participent et 1 insoumis. Autrement dit, elle regarde passer les trains. C'est une négociation entre la majorité et la droite qui va décider de l'accord final. Et forcément, la droite se retrouve à ce moment-là en position de force. Elle est en mesure de pousser les feux sur un certain nombre de points qui lui paraissent essentiels. Le dimanche 17, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dit tout le mal qu'il pense de ce texte. Il estime sur le plateau de LCI que cette loi est une loi nocive pour les Français. Ce texte, il est nocif pour les Français. Et moi, je me réjouis que les députés du Rassemblement national aient empêché l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale lundi dernier. Parce que, encore une fois, nous avons protégé les Français de cette introduction dans le droit français, de cette prime à l'illégalité, de cette régularisation des travailleurs clandestins. En clair, le Rassemblement national dit tout de go qu'ils ne voteront pas cette loi parce qu'elle ne va, selon eux, pas assez loin. C'est vrai qu'ils ont plutôt intérêt à la jouer comme ça à ce moment-là parce que on peut comprendre qu'ils veulent se différencier du gouvernement et qu'ils veulent rester leaders sur ce sujet de l'immigration qui est vraiment leur sujet à eux. Le dimanche soir encore, Elisabeth Borne négocie avec Éric Ciotti, le président des Républicains. On est à la veille de la commission mixte paritaire et on est vraiment dans les dernières négociations. Cette réunion, elle se déroule à matinée
Matignon, elle va durer 2h30. 2h30 où on n'arrive pas forcément sur un accord. Il y a encore beaucoup de points de blocage. Donc jusqu'au dernier moment, Elisabeth Borne tente de trouver un point d'atterrissage avec les LR, mais à la veille de la CMP, il y a encore un suspense qui demeure. Valérie Acco, il faut rappeler qu'au départ, ce texte était censé faciliter l'intégration d'une partie des étrangers et faciliter les expulsions des étrangers en situation irrégulière, c'est ça ? Disons que à la base, ce texte, c'était un petit peu une démonstration du « en même temps » qui tient tellement à cœur à Emmanuel Macron. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait dit que l'idée du texte, c'était d'être gentil avec les gentils, comprendre les immigrés qui travaillent et qui posent pas de problème, et puis méchant avec les méchants, donc comprendre les clandestins et qui seraient poser des problèmes. Voilà. Donc c'était ça la philosophie du texte. Le texte est droitisé, le Sénat l'a beaucoup droitisé, et donc là, effectivement, la veille de cette commission mixte paritaire où la droite sait qu'elle aura la main, ils montent leur degré d'exigence, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement rendre ce texte beaucoup plus répressif. La commission mixte paritaire se réunit à l'Assemblée le lundi 18 décembre à partir de 17h. Marcelo Westfred, comment se passe le début de la réunion ? Alors, il faut savoir qu'une commission mixte paritaire, ça se passe dans une salle qui normalement est tenue secrète, mais là il y a tellement de monde que en fait ce qui est censé être un huis clos est en fait à ciel ouvert. Et donc on apprend que cette commission mixte paritaire, au bout de 5 minutes, elle s'interrompt à la demande des Républicains qui demandent une interruption de séance et la CMP reprendra seulement à 21h. La suite des discussions, donc après 21h, est encore compliquée. C'est le rebondissement à minuit 36 que cette commission mixte paritaire est donc suspendue jusqu'à demain matin, 10h30 visiblement. L'entente est très compliquée à obtenir entre les Républicains et la majorité présidentielle. Ça patine visiblement du côté de l'Assemblée nationale. Et tout ça n'aboutit que le lendemain matin, puisque la commission mixte paritaire, ce qui est exceptionnel, se poursuit et recommence le lendemain. Marcelo Westfred, résumez-nous l'accord qui a été trouvé. Le texte final, celui qui sort de la CMP, penche résolument à droite. Le gouvernement a dû lâcher beaucoup de lest, mais il y avait des points sur lesquels il n'a pas voulu bouger. Par exemple, sur les APL. Les APL ne seront pas considérés comme une aide sociale comme les autres, et donc il y a une sorte la poire est un peu coupée en deux, c'est-à-dire que pour un étranger ne travaillant pas, il faut attendre 5 ans pour pouvoir toucher les APL. Ça, c'était une demande de la droite. Mais s'il travaille, il ne doit attendre que 3 mois. Ça, c'est un délai beaucoup plus court obtenu par la majorité. Valérie Acco, quelques heures plus tard, toujours à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, la présidente des députés RN, annonce sa consigne de vote vers 15h40. Et ce n'est plus du tout ce que disait Jordan Bardella quelques jours plus tôt. Non, là c'est ce qui s'appelle un changement de pied total. Jordan Bardella, rappelez-vous, il trouvait que c'était un texte qui était nocif pour les Français, donc il n'allait pas le voter. Le matin même, tous les cadres du Rassemblement national martelaient le même message. Et à 15h40, coup de tonnerre, à la surprise générale, Marine Le Pen annonce que les 88 députés du Rassemblement national vont voter le texte. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort du Rassemblement national, parce que en disant qu'elle va voter le texte de l'exécutif, Marine Le Pen tend un piège au gouvernement et à Emmanuel Macron qui se voit dans l'hypothèse, dans le cas de figure, où son texte passerait avec l'appui des voix du Rassemblement national, ce qui en termes d'affichage politique est très mauvais. Marcelo Westfred, le soir de ce vote, le mardi 19 décembre, plusieurs ministres de l'aile gauche de la Macronie se réunissent. Ils se retrouvent vers 20h, 20h30, au ministère des Transports, boulevard Saint-Germain. C'est un ministère occupé par Clément Beaune, qui est une des figures de l'aile gauche. Ils s'y retrouvent, ils ne restent pas très longtemps. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils vont ensuite être invités à Matignon, ils vont aller à Matignon. 2 ministres ne participent pas à ce dîner. Après avoir hésité à y aller, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui vient de la gauche, une ancienne collaboratrice d'Anne Hidalgo, et Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Il n'est pas bien du tout avec ce texte-là, d'autant que toute la partie concernant l'aide médicale d'État, c'est à lui comme ministre de la Santé qu'il lui reviendra de le mettre en musique si le texte passe. Il appelle Matignon, il fait savoir à ce moment-là qu'il démissionne, et dans la soirée, il fait une sorte de petit pot de départ, prépare ses cartons et prépare sa démission. Le projet de loi immigration est voté, d'abord au Sénat, peu après 20h, puis à l'Assemblée,
à 23h20. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Valérie Acco, ce texte, voté aussi donc par tous les députés du RN, comme annoncé par Marine Le Pen, ne fait pas le plein dans la majorité. Oui, effectivement, et ça c'est une première, c'est-à-dire que sur les 170 députés Renaissance, il n'y en a que 131 qui votent le texte. On se retrouve quand même avec 17 abstentions, et encore plus surprenant, 20 votes contre. C'est totalement inédit depuis le début du quinquennat. Et d'autant que ce texte, il est adopté avec 100% des voix du Rassemblement national et 100% des voix des Républicains. Si par exemple le Rassemblement national s'était mis en tête de voter contre le texte, comme il l'avait laissé entendre à une période, le texte ne passait pas. Valérie Acco, vous l'avez dit, 100% des députés RN ont voté pour ce texte, et Marine Le Pen, dans sa réaction, parle d'une victoire idéologique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle parle là-dessus, Marine Le Pen ? C'est que quelque part, ce texte ouvre la voie à une de ses plus vieilles idées, à savoir la préférence nationale. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les détracteurs du texte. Ils disent que notamment sur tout l'aspect allocation, prestations sociales, qui prévoit qu'il y ait un temps de carence plus important pour les étrangers en situation régulière, ça crée une rupture d'égalité. Et donc, ça veut dire que les Français sont mieux traités que les étrangers. Donc, certains y voient, en fait, la patte et une des plus vieilles idées du Rassemblement national, reprise par la majorité. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers. Valérie Acco, concrètement, qu'est-ce qui doit changer avec cette loi sur l'immigration ? Quels sont les points principaux ? Il y a pas mal de choses qui changent et effectivement, il y a un durcissement de la politique migratoire française avec cette loi. Parmi les nouveautés, il y a cette idée des quotas et d'un débat annuel à l'Assemblée. Ça, c'est une vieille demande de la droite. C'est qu'en gros, tous les ans, il devra y avoir un débat sur la question de l'immigration en France et tous les ans, il faudra aussi qu'on se fixe, mais sans avoir plus de précision sur quels seront les critères, tous les ans, des quotas d'immigrés qui peuvent rentrer sur le territoire. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés. Un gros durcissement sur le regroupement familial également. Il faudra justifier de 24 mois sur le territoire national au lieu de 18 mois pour faire venir sa famille en France. Il faut que ce conjoint ait plus de 21 ans, justifie d'un bon niveau en français. Donc là-dessus, ça change. Il y a davantage de déchéances de nationalité, notamment pour les personnes qui ont commis un homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça, c'est la nouveauté. Le droit du sol est modifié aussi. Il faut que maintenant les adolescents qui sont nés en France en fassent la demande entre leurs 16 et leurs 18 ans. Beaucoup de mesures aussi sur tout ce qui est prestations sociales, avec effectivement une carence avant de pouvoir les toucher, carence de 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, à carence de 30 mois pour ceux qui travaillent. Ça descend à 3 mois pour les APL, puisque c'était un des grands sujets. Il y a aussi la création d'une caution étudiante. Donc les étudiants devront verser une somme avant de pouvoir venir étudier en France. La question, ça va être de combien sera cette somme, parce que c'est pas une mesure qui plaît au gouvernement, qui souhaiterait que cette caution soit très très faible, tandis que la droite l'imaginait plutôt à plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce qu'il reste sur le volet destiné à favoriser l'intégration des étrangers en situation irrégulière aujourd'hui ? Il reste quand même l'aspect des régularisations pour ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Vous savez, ces fameux métiers comme la restauration, l'hôtellerie, où on a du mal à avoir de la main-d'œuvre. Et bien souvent, ce sont des travailleurs sans papier qui officient dans tous ces métiers où il y a beaucoup de problèmes pour recruter. Donc, on a gardé cet aspect-là, mais d'une manière beaucoup moins ambitieuse. C'est-à-dire que c'est toujours à la discrétion du préfet que seront faites ces régularisations. Mais il y a quand même une grosse différence. Ce ne sont plus uniquement les employeurs qui peuvent en faire la demande, mais également les salariés qui peuvent demander au préfet une régularisation. Donc ça, c'est quand même une avancée pour les étrangers en situation illégale. Au lendemain du vote, le mercredi matin, la chef du gouvernement Elisabeth Borne est l'invitée de la matinale de France Inter. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. En résumé, Marcelo Westfred, elle dit que le texte devrait encore évoluer. En fait, elle doit faire avaler à sa propre majorité un texte qui est quand même très controversé. Alors, elle dit que ce texte n'a rien à voir avec un texte du Rassemblement national. C'est un principe que nous nous étions donné,
que le texte soit adopté sans les voix du Rassemblement national. Je les écarte. Nous ne voulons pas de ces voix. Sans les voix du Rassemblement national, c'est 261 pour, 186 contre. Que non, ce n'est pas l'introduction de la préférence nationale dans la législation française, qu'il permet ce texte de faire avancer un certain nombre de points, qu'elle a obtenu par exemple que les travailleurs sans papier puissent d'eux-mêmes demander la régularisation, et elle présente un certain nombre de mesures qui sont assez durcies, mais elle les présente comme étant des mesures qui, à terme, vont être assouplies dans l'exécution de la loi. Je prends un exemple sur la caution étudiante, c'est-à-dire, vous arrivez en France comme étudiant, vous devez, dit le texte initial, payer une certaine somme pour pouvoir rentrer dans votre pays si vous devenez illégal. Elle laisse comprendre que ce sera à la main des présidents et présidentes d'université, que ça coûtera 20 €, 30 €, bref, elle édulcore totalement la tonalité du texte pour faire passer la pilule. Marcelo Westphred, Aurélien Rousseau démissionnera finalement effectivement quelques heures plus tard. Une deuxième ministre, Sylvie Retailleau, chargée de l'enseignement supérieur, remet sa démission au président qui ne l'accepte pas. En clair, elle reste au gouvernement. Ça veut dire que c'était une démission symbolique ? Oui, c'était une façon pour elle de marquer son désaccord avec la mesure comprise dans le projet de loi, enfin dans la loi sur la caution demandée aux étudiants étrangers. C'est une façon pour elle de dire moi je ne serai pas la ministre qui instaurera ça, sauf qu'elle est rassurée assez rapidement parce qu'on lui fait comprendre qu'en fait, c'était une promesse faite aux Républicains, mais que les décrets, l'application réelle, etc., on verra. Elle est rassurée, elle reste au gouvernement. Le soir même, c'est au tour d'Emmanuel Macron de prendre la parole dans un média. Il est dans l'émission C'est à vous sur France 5. L'entretien se déroule à l'Élysée. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bienvenue. Quel est son message ? Il prend la parole, ce n'était pas vraiment prévu. La loi immigration, il faut se rendre compte que c'est 1 an et demi de galère politique pour la Macronie. Donc il a besoin d'expliquer que ce n'est pas un échec, qu'au contraire, il a pris ses responsabilités. D'ailleurs, il pointe tous ses prédécesseurs en disant « ça fait 40 ans que les problèmes végètent et moi, je les affronte ». Est-ce qu'on fait quelque chose qui est utile pour le pays, qui traite du réel, ou est-ce qu'on décide de ne rien faire parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait ? Eh bien moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Il défend la loi en disant qu'elle est équilibrée et il essaie d'ouvrir des perspectives. On est juste avant le réveillon, l'année 2024, les vœux, etc. Il a besoin de dire, voilà, c'est derrière nous, on a eu une année 2023 avec les retraites, la loi immigration, c'est fait, c'est derrière nous, on avance. Marcelo Westphred, le mercredi 22 décembre, une trentaine de départements dirigés par la gauche annoncent qu'ils n'appliqueront pas cette loi. Les départements en France sont ceux qui distribuent les aides sociales, pour faire court, et notamment une allocation qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie. Il est prévu qu'elle soit donc maintenant soumise à des délais de carence. Vous êtes un étranger, vous ne travaillez pas, il faudra attendre 5 ans maintenant pour pouvoir obtenir cette aide. Ces collectivités de gauche disent « nous sommes contre ». Alors en France, on est obligé de respecter la loi, donc c'est symbolique, mais c'est une façon de marquer une opposition farouche à ce texte de loi marqué très à droite. Les 21 et 22 décembre, Emmanuel Macron fête Noël à l'étranger avec des militaires français présents en Jordanie. Le dimanche 31 décembre, il adresse ses vœux aux Français dans son allocution télévisée. En 2023, nous avons agi. La France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations, bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées, et ont commencé à entrer en vigueur durant cette année. Marcelo Westphred, une nouvelle fois, Emmanuel Macron cherche à se montrer serein après la séance politique qu'il vient de vivre. Pour lui, l'urgence, c'est de passer à autre chose, c'est de tourner cette page. Donc, il assume évidemment le texte, mais il s'empresse d'ouvrir un nouveau champ, de promettre des choses d'ailleurs assez mystérieuses. Par exemple, un rendez-vous avec les Français courant janvier. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Il annonce en gros qu'il va relancer la machine à réforme. Pour faire quoi précisément ? On ne le sait pas, mais on voit bien qu'il veut imprimer une sorte de volontarisme, tordre le cou à toute idée qui pourrait s'installer, qu'il est un président qui est condamné à l'inaction ou condamné à des tractations avec la droite s'il veut faire aboutir le moindre texte. Dans ses vœux, le président Emmanuel Macron rend hommage au travail d'Elisabeth Borne. Et je veux ici tout particulièrement
en remercier la Première ministre et son gouvernement. Mais au sein du gouvernement, cette phrase, plusieurs ministres la comprennent de façon différente. Oui, il y en a qui disent un peu ironiquement que ça ressemble quand même à une sorte de remerciement avant licenciement. Je dis du bien de toi, merci beaucoup, tu peux t'en aller. Donc ce message-là, ce compliment, il est à double sens, en tout cas, il entretient le flou. Concrètement, on parle de plus en plus d'un remaniement gouvernemental ? Oui, alors officiellement, personne ne le confirme, mais même à Matignon, les gens savent que les jours d'Elisabeth Borne sont comptés. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'elle a porté un texte auquel elle ne croyait pas. C'est Gérald Darmanin qui a fait toute l'étape initiale de négociation, mais le texte est ensuite enlisé. À partir du moment où il s'enlise, c'est ce on vient de raconter, ce texte qui s'englue à l'Assemblée nationale, elle reprend tout en main, elle arrive à faire passer au forceps ce texte de loi, et au final, pour en être potentiellement la victime politique. Valérie Acco, d'un mot, est-ce que la France vit aujourd'hui une crise politique ? La façon dont ce texte sur l'immigration a été pas examiné par l'Assemblée puis voté, ça s'est fait clairement dans un contexte politique de crise. On a vu les limites de la majorité relative, on a vu les difficultés que la majorité a de négocier avec les Républicains. On a vu la façon dont le Rassemblement national peut troubler le jeu politique, qu'ils ont la force et le poids de faire ça avec leurs 89 députés. Donc tout ça a mis à vif énormément de plaies et ça explique aussi qu'à l'heure actuelle, on soit en plein dans une phase de rumeurs sur un éventuel remaniement, parce qu'Emmanuel Macron a besoin de regagner une nouvelle dynamique après cette séquence qui va laisser des traces et qui n'a pas été très favorable pour le président de la République. Marcelo Westphred, même si Emmanuel Macron change la Première ministre, cette crise ne va pas s'arrêter là ? Non, parce que cette crise, elle marque la fin d'un cycle, le cycle de la Macronie 2017, le cycle de ce que le président avait voulu faire. Il avait voulu dire on va changer les pratiques et je vais travailler en même temps avec la gauche et en même temps avec la droite. Or, ce texte-là, par la force des rapports politiques, il se trouve être un texte de droite, très droitisé, avec une majorité évidemment déboussolée, un président de la République qui doit, lui, trouver un second souffle, s'interroger à la fois sur sa capacité à réformer et sur le casting gouvernemental. On est à ce moment-là vraiment à la fin d'un cycle. Merci à Valérie Acco et Marcelo Westphred. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.